Bonsoir. Mademoiselle, monsieur, je voudrais parler en français, mais je ne parle pas français. Pardonnez-moi. I really wish I could speak French. J'aurais vraiment aimé pouvoir m'exprimer en français. Je parlais tout à l'heure avec mon ami Rajagopal et lui aussi est vraiment triste de ne pas parler le français. Nous sommes là tout malheureux alors qu'on doit parler de questions de bonheur. Il me semble que beaucoup d'entre vous ont participé aux 2 ou 3 sessions où je me suis déjà exprimée. La première à l'Académie royale et 2 sessions, 2 conférences hier à 3 heures de l'après-midi et ensuite aussi lorsque j'ai reçu donc l'honneur d'être nommé docteur honoris causa. Certains d'entre vous étaient déjà là. Je vous ai déjà parlé donc des défis que j'essaie de relever et aussi les défis qu'essayent de relever ceux qui travaillent comme moi. Pour certains d'entre vous, ça va être un petit peu ennuyeux et répétitif, mais pour d'autres, bon, la majorité d'entre vous, ce sera encore tout frais, quelque chose de tout nouveau. Vous entendrez ces paroles pour la première fois. Quelles sont les causes réelles du malheur, de la misère qui touche notre monde aujourd'hui? Alors la misère, vous savez, c'est l'opposé du bonheur. C'est l'extrême opposé du bonheur. La raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes confrontés à tellement de misère et pourquoi un tout petit nombre vivent dans le plaisir et la richesse et pourquoi tellement souffrent de misère, pas seulement misère matérielle mais aussi misère mentale. Alors la majorité d'entre nous, malheureusement, qu'ils soient riches ou pauvres, souffrent de cette misère mentale. Je crois que la cause principale est due au fait qu'en vérité, trop peu d'entre nous vraiment essayent de poursuivre le bonheur suprême. Alors, trop peu d'entre nous réfléchissent vraiment à la nature même du bonheur et trop peu d'entre nous essayent d'atteindre ce bonheur. Et très peu d'entre nous pensent, réfléchissent au concept de bonheur, ne savent même pas ce qu'est le bonheur. Et très souvent, en quelque sorte, font une confusion entre le bonheur et le résultat de ce bonheur. Le Bhoutan, qui est un petit pays, qui est, après une longue période d'isolement, a voulu se moderniser, a voulu améliorer le bien-être de sa population. En 1961, nous avions un monarque absolu qui était au pouvoir, un roi. Et le roi avait seulement 16 ans et demi. Et alors, il a jeté un coup d'œil autour de lui, essayé de s'inspirer de bons exemples ailleurs dans le monde, des voies à suivre qui, d'après lui, étaient des bons modèles. Eh bien, en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait, et c'était triste, il n'y avait pas de bons modèles à suivre ailleurs. Tout ce qu'il a pu voir, c'est différents modèles. Alors, différentes nomenclatures en place, mais avec un seul indicateur, c'est-à-dire le PNB, le produit national brut. Aujourd'hui, le monde se retrouve dans l'état actuel à cause de ce critère du PNB. Alors, il y a une prospérité énorme, développement incroyable, mais en même temps, on voit
Donc, aujourd'hui, on l'a tellement détruit en parallèle à ce développement du PNB. Et le coût à payer pour cette prospérité et ce développement a été l'humanité que nous avons perdue en nous. Aujourd'hui, nous sommes devenus des animaux économiques, des êtres humains qui sont aujourd'hui devenus des animaux consuméristes et plus des êtres humains. Aujourd'hui, on a transformé nos pays en marché. On parle de marché et de consommation. Alors, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve à être comme des êtres malheureux. En fait, le PNB veut promouvoir croissance sans fin et prospérité sans fin. Mais croissance sans fin ou prospérité à travers une croissance sans fin est impossible à réaliser parce que la croissance nécessite des ressources. Et nous vivons dans un monde où les ressources aujourd'hui arrivent à leurs limites. Il n'y a pas de ressources sans fin pour pouvoir soutenir cette croissance sans fin. Alors, on a vu la croissance que d'un point de vue de la croissance matérielle. Le roi n'était pas très heureux de voir cet état de choses. Et il a lancé un processus de consultation avec son peuple. Il est arrivé à la conclusion que chaque citoyen aspire dans sa vie, en fait, chaque citoyen, chaque être humain aspire au bonheur. Et il n'y a pas de modèle économique qui permet, ou en tout cas qui met le bonheur en tant qu'objectif final de la croissance, du développement. Non, l'objectif final du développement, c'était la croissance. Mais qu'est-ce que le bonheur? Comment arrive-t-on au bonheur? Après avoir beaucoup réfléchi et après toutes ces consultations avec ses citoyens, le roi est arrivé à la conclusion. Peu importe la définition que l'on donne du bonheur, et chacun a sa propre interprétation du bonheur. Chaque pays, en France, hier, je me suis rendu compte que le bonheur, eh bien, c'est donc le bonheur, donc dit monsieur en français, j'ai découvert que c'était le mot bonheur. Eh bien, le bonheur pour les Français, c'était avoir du plaisir. Eh bien, le bonheur va bien au-delà, donc d'avoir du bon temps ou du plaisir. Alors, la félicité, quelqu'un m'a parlé de ce mot-là, on a utilisé ce mot-là. Vous voyez que donc chacun a sa propre interprétation, sa propre compréhension de ce qu'est le bonheur. Mais néanmoins, que nous essayons tous de parvenir à ce bonheur, c'est un objectif universel. La conclusion qu'en a tirée le roi, c'est que le bonheur, c'est un état, donc que l'on essaye d'atteindre. Alors, comment arrive-t-on à l'état du bonheur? Par la croissance, par le développement, par le progrès. Mais il faut que le corps et l'esprit participent à ce développement. Si on arrive à répondre aux besoins corporels et spirituels, et vous savez, l'être humain n'a pas que des besoins corporels, matériels. L'être humain a aussi des besoins psychologiques, mentaux et émotionnels. Le développement, ou le PNB, laisse de côté les besoins spirituels. Et c'est là vraiment le cœur du problème. À l'heure actuelle, le monde est confronté à une multitude de problèmes, la crise économique, les catastrophes naturelles. Et je ne dois même pas vous donner toute la liste de ces catastrophes, mais nous savons que nous sommes confrontés avant tout à la crise économique, financière. Nous sommes confrontés aussi à une crise sociale, des familles entières qui s'effondrent, les communautés qui s'effondrent. Notre société est en train de se désintégrer. Les ressources naturelles sont en train de disparaître, de s'épuiser très rapidement. Alors, en lisant les recherches, les rapports scientifiques, Time Magazine, la BBC, National Geographic, etc., ont publié des rapports sur la rapidité avec laquelle nous sommes en train d'épuiser nos ressources. Il n'y a pas donc le substrat
substrat. Le sol aujourd'hui est en train de disparaître à cause de l'érosion. Alors, vous savez, l'agriculture aujourd'hui utilise et abuse de ce substrat, de ce sol. Alors, la perte de ce substrat, en 50 dernières années, l'eau aussi. Moi, je viens de l'Himalaya qui est très souvent considéré comme le réservoir de l'Asie. Eh bien, le réservoir, même chez nous, nous sommes proches de ce réservoir, mais il y a aussi des pénuries d'eau à cause du changement climatique, le permafrost aussi, donc il neige plus, aussi les glaciers sont en train de disparaître très rapidement. Nous savons que dans peu de temps, nous allons être confrontés à une crise hydrique tellement forte que cela va être la source de conflits, non seulement au niveau international, mais aussi entre voisins dans un même pays. Il y aura des problèmes par manque d'eau entre différentes villes. Et je crois que on a vu des rapports sur les océans, la situation des océans. Les océans sont en train aussi de mourir. D'ici 2048, on aura épuisé toutes nos réserves halieutiques. Il n'y aura plus de poissons. Alors, en 2012, je me souviens un rapport de la BBC qui annonçait que notre génération est peut-être la dernière génération qui pourra trouver de la nourriture dans l'océan. Nous sommes la génération aussi des hydrocarbures. L'industrie, vous savez, tourne en se base en utilisant de l'énergie, des combustibles fossiles. Alors, on se déplace, on va d'un point A à B en brûlant ces carburants, en émettant aussi des gaz qui contribuent à l'effet serre. Mais en même temps, nous sommes réticents à passer du temps, de l'énergie et des ressources à mettre au point des sources d'énergie alternatives renouvelables. Pourquoi ? Parce qu'il y a des groupes d'intérêt qui ne veulent pas encourager la mise au point d'énergie renouvelable alternative. Et néanmoins, nous savons que dans 40, 60 ans, il n'y aura plus de gaz, il n'y aura plus de gisements de pétrole, il n'y aura plus de charbon. Alors pourquoi on se trouve dans cette situation-là? À cause de ce PNB. C'est pour cela, vous savez, pour que quelqu'un puisse arriver à cet état mental et physique de bien-être qui pourra lui permettre de vraiment être heureux, eh bien, il faut que cette personne vive dans un environnement favorable d'un point de vue social, économique, politique, intellectuel et culturel. Par conséquent, le Bhoutan a décidé déjà en 72, en 72, de se lancer sur la voie qui, d'après nous, était la meilleure voie qui permettait vraiment de mettre en place toutes les conditions qui permettaient vraiment le bien-être des citoyens, permettent donc aux citoyens d'arriver à cet état équilibré de bonheur mental et physique, le bonheur. Et c'est ce que nous avons réalisé au Bhoutan. Aujourd'hui, le Bhoutan est arrivé à un niveau de développement qui est bien loin du niveau de développement auquel vous êtes arrivé dans vos pays. Mais au Bhoutan, ce que nous avons pu réaliser grâce à ce bonheur national brut, c'est une croissance économique et sociale équitable. Les riches bhoutanais ne sont pas très riches, mais les pauvres bhoutanais ne sont pas aussi pauvres que les pauvres dans d'autres pays. Les ressources que nous avons chez nous, eh bien, nous sommes arrivés à les distribuer de façon assez équitable.
Nous sommes bien sûr un environnement écologique très fragile, vulnérable, installé dans l'Himalaya, malgré un certain niveau d'industrialisation, d'urbanisation, malgré donc l'expansion et la progression démographique, aujourd'hui, on peut dire que le Bhoutan est plus vert qu'il n'était en 61. Alors qu'à l'époque, nous avions une forêt qui couvrait que 62% du territoire. Aujourd'hui, nous avons une couverture donc de presque 80%. Et 60% du territoire est protégé. En ce qui concerne les valeurs de l'homme, les valeurs qui sont importantes pour l'être humain, qui aspire au bonheur et qui arrive à ce bonheur, eh bien, nous pensons que la culture est très importante pour arriver à cet état de bonheur. L'identité du Bhoutan est quelque chose de très important. Une identité bhoutanaise, identité nationale, quelque chose d'important. Ça donne le sentiment d'appartenir à quelque chose. Et c'est un élément important du bonheur. Et pour pouvoir arriver à ce bonheur, vous voyez, moi, je voyage habillée ainsi. Eh bien, un Bhoutan, c'est le vêtement du quotidien. Vous savez, c'est pas parce qu'il fait froid chez nous, mais parce que nous voulons respecter notre identité et nous réalisons l'importance de conserver cette identité. L'aspect culturel est critique pour cet état de bonheur, pour arriver au bonheur. Lorsque l'on aspire au bonheur, il est très important de pouvoir développer les compétences qui nous permettent de mettre en place ce bonheur. La gouvernance. Alors, le quatrième roi qui est mis au point cette philosophie du bonheur national brut avait 16 ans et demi lorsqu'il est arrivé au pouvoir, lorsqu'il a été nommé roi. Et je peux vous dire que les Bhoutanais l'aimaient, le respectaient, le vénéraient. Il était convaincu, lui, du bonheur. Le bonheur était très important et il s'est rendu compte que les conditions politiques sont critiques pour mettre en place ce bonheur. Il est très important aussi de mettre en place un système qui permette vraiment de pouvoir gérer le pouvoir. Et ceci est possible à travers la démocratie, même si certains vous diront que peut-être la démocratie n'est pas le système idéal, mais nous sommes rendus compte que la démocratie est le système de gouvernance le meilleur qui existe. Et le roi, lorsqu'il est arrivé au sommet de sa popularité, a abandonné son trône et a décidé d'établir une monarchie constitutionnelle en se basant sur ce principe de démocratie. Et je viens de finaliser donc un mandat de 5 ans en tant que Premier ministre du Bhoutan sous une gouvernance démocratiquement élue. Je viens donc aujourd'hui d'abandonner le pouvoir. Nous avons un nouveau gouvernement. Je viens de terminer mon mandat. L'ancien gouvernement a été remplacé par un processus électoral. Et aujourd'hui, c'est un autre parti qui est au pouvoir. Ceci reflète le pouvoir du peuple. Et c'est un système qui prévaut dans un cadre démocratique. Nous sommes arrivés à mettre en place ce modèle en promouvant le développement avec pour objectif final de permettre à notre population d'aspirer et de réaliser le bonheur. Les 4 piliers du bonheur national brut sont le développement socio-économique, ensuite la préservation de l'environnement, 3e, promouvoir la culture et 4e principe, la gouvernance. Eh bien, nous sommes arrivés vraiment à réaliser ces objectifs. Vous savez, les pays donateurs, les pays partenaires ont pu voir que le Bhoutan était un pays qui arrivait à réaliser cet objectif, arrivait aussi à devenir autosuffisant. Et c'est ça qui est important. Je crois que les pays donateurs, c'est l'objectif qu'ils veulent réaliser lorsqu'ils participent au développement d'un pays. Voulaient
que le Bhoutan partage cette expérience et nous sommes arrivés à vraiment atteindre cet objectif d'autosuffisance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'intéressent au modèle de développement bhoutanais, ce qui a aussi été le résultat en quelque sorte naturel de toutes les crises multiples. Aujourd'hui, on se rend compte que le modèle qui se base sur le PNB va finir par nous amener à une situation où l'humanité risque de disparaître. Beaucoup de penseurs, ces derniers temps, se sont mis à penser en disant comment cela se fait-il que des êtres humains, intelligents, rationnels, avec les yeux ouverts, avec toutes les ressources disponibles, les technologies qui sont disponibles, pourquoi les êtres humains raisonnables sont en train, en quelque sorte, vraiment de se lancer jusqu'au bord du gouffre et d'arriver à la disparition de notre humanité? Je crois qu'on s'est rendu compte que la crise d'aujourd'hui pousse beaucoup de pays, de plus en plus de pays, de plus en plus de chercheurs, d'académiques, de scientifiques, aussi des dirigeants d'entreprises, hommes de la rue, aujourd'hui, sont en train de vraiment exprimer leur volonté de trouver un nouveau paradigme et qu'ils ne sont plus satisfaits du modèle en place. Et je pense que le modèle du Bhoutan devient en quelque sorte une référence, un modèle qui aujourd'hui est examiné avec beaucoup d'attention. Les Nations Unies sont devenues l'institut coordonnateur pour mettre en place ce qu'on appelle ce nouveau paradigme de développement. Cela a été commandité par les Nations Unies et nous participons à l'élaboration de ce nouveau paradigme de développement dont le moteur deviendra la durabilité. La durabilité aujourd'hui est devenue vraiment le mot-clé. Tout le monde accepte le fait que nous courons vraiment le risque de voir notre civilisation disparaître dans peu de temps. Alors, la durabilité, cela veut dire droits de l'homme, égalité. Pourquoi certains d'entre nous vivent dans l'affluence, dans la richesse, alors que beaucoup plus de nos concitoyens vivent dans l'exclusion, dans la pauvreté et une vie cruelle. On voit donc comme les 3 docteurs qui ont participé à la cérémonie d'hier, qui viennent d'Afrique, de la République démocratique du Congo, nous ont parlé de ce qu'ils font lorsqu'ils essayent vraiment de reconstruire le corps et l'esprit des femmes, de ces femmes de tout âge qui ont été violentées par leurs propres concitoyens. Pour des raisons d'inégalité, de pauvreté, manque de bonne gouvernance. Ces gens souffrent. Eh bien, ces inégalités qui amènent des gens comme mon ami Raja Gopal à sacrifier leur vie pour servir les autres. Pour d'autres qui seraient, s'ils n'étaient pas là, les victimes d'un système qui n'arrive pas à répondre aux besoins des pauvres, de ceux des sans-terre, des désespérés. Il y a un processus qui est coordonné donc par les Nations Unies et je peux vous dire que c'est un privilège pour moi de faire partie de ce processus. Je suis président d'un groupe de travail qui rassemble des experts au niveau international, représente différents pays, des différents continents, donc 71, aussi économistes, scientifiques, hommes de sciences, etc. Chercheurs qui, et nous venons de représenter aux Nations Unies notre premier rapport
qui va être utilisé pour les délibérations des Nations Unies, qui, sur la base de ce document, va en septembre ou octobre 2015, c'est-à-dire l'année prochaine, présenter un ensemble d'objectifs durables pour remplacer les 8 objectifs du millénaire qui avaient été adoptés donc fin du siècle dernier pour 2015. Alors, si nous arrivons à nous mettre d'accord sur ces nouveaux objectifs durables, bien, je crois que nous serons déjà dans la bonne voie, c'est-à-dire de nous mettre d'accord sur un nouveau paradigme économique qui pourra garantir que la vie sur cette planète sera une vie durable, que toute croissance que l'on arrivera à réaliser pourra être faite dans les limites de ce qui est supportable pour notre planète. Oui, parce que la planète a certaines limites et que toute prospérité dont on pourra jouir sera une prospérité partagée entre nous tous. Je vais arriver là à la conclusion de mes observations. Alors, il reste encore 3 questions auxquelles je dois répondre. La deuxième question, en fait, était comment pouvez-vous vraiment arriver à obtenir un soutien international dans la tâche qui est la vôtre? Eh bien, je dois dire que nous avons vraiment eu la chance d'obtenir un soutien, mais l'intérêt aussi de la communauté internationale, ce qui nous a permis en 2015 d'arriver à mettre en place des nouveaux objectifs durables. Mais il faut faire plus encore. Ce qu'il faudra faire, c'est d'éduquer, d'informer notre public et pas les désinformer très souvent. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous savez, c'est surprenant de voir que même dans les pays industrialisés, développés, beaucoup de gens aujourd'hui sont ignorants, ne connaissent pas la réalité des choses. Alors, que la planète est en train de mourir, le fait que nos ressources, nous sommes en train d'épuiser les ressources. Le fait que les espèces aujourd'hui sont en train de disparaître. Je crois qu'il y a une espèce qui disparaît tous les 5 minutes sur notre planète. Et il y a des rapports scientifiques qui annoncent que dans 20 ans, aussi des mammifères, un grand nombre de mammifères, en fait 25% des mammifères existants. Dans 30 années, eh bien 25% des mammifères aujourd'hui seront en extinction. Eh bien, beaucoup de gens ne le savent pas. On occulte ce type d'information. Et lorsque ce type d'information alarmante qui aujourd'hui menace le status quo qui est donc préservé par certains, eh bien, en fait, il y a des personnes dont le but et l'objectif est de désinformer. Et ils ont été très efficaces. Et les gens, aujourd'hui, croient certaines donc mensonges. Et je crois que c'est très important. Ça, c'est vraiment le grand défi. Comment arriver à surmonter la résistance de l'establishment, de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui profitent d'un système inégalitaire, d'un paradigme de développement inégal et qui n'est pas durable. Alors, qu'est-ce que les Belges peuvent faire pour répondre à cette question-là? Ingénieurs, enseignants, médecins, étudiants et aussi chômeurs. Vous savez, ce que vous, en Belgique, pouvez faire, eh bien, ne diffère pas de ce que les Bhoutanais ou tout autre être humain ailleurs peut faire. Il faut d'abord, je pense, se regarder soi-même une fois par jour. Peut-être lorsque vous levez la tête de votre oreiller le matin, eh bien, ou bien lorsque vous couchez le soir, réfléchir sur le sens de la vie. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous?
Et je crois que ensuite, se poser la question, quels sont les moyens intelligents, responsables, raisonnables qui me permettent d'atteindre cet objectif qui est important pour moi, c'est-à-dire en quelque sorte pouvoir trouver cette part d'humain en soi et d'arriver, mettre fin à cet état consumériste, d'être un citoyen consommateur dans un marché de consommateurs. Et regardez autour de vous, votre pays et votre pays comme vraiment une nation, un ensemble de personnes et pas seulement un marché de consommation. Merci pour votre attention. Je m'arrêterai là.